Justin is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. C'est moi-même Laurent Delvaux, je suis très heureux d'être parmi vous, d'avoir donc l'opportunité de vous présenter à la fois notre société de gestion des finances et donc le fonds qu'elle gère en TD1 d'Angers. La société donc, a démarré en activité en mai 2008. Vous savez que c'est une société fondée par les traders. Ce qui est important dans le trading, c'est le sens du timing. Et donc le sens du timing, on l'a parfaitement démontré en lançant la société quelques minutes avant les pires années que connu l'univers de la gestion. La société donc, est composée de 3 personnes, moi-même et un gérant, un assistant, dans l'attente de recruter un autre gérant. Et nous gérons donc pour l'instant un seul fonds qui a un actif de 25 millions. Ça reste un petit fonds évidemment. Ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'on a doublé les actifs depuis le début de l'année. Donc c'est un fonds petit mais en progression. C'est donc un fonds de trading donc, qui met en œuvre des stratégies liquides et surtout donc des stratégies de court terme. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on cherche à évaluer notre stratégie. Quand je dis stratégie de court terme, la duration moyenne des positions est de 1 à 4 jours. L'objectif général de notre activité est de multiplier la performance par la multiplication de trades gagnants de très court terme. En clair, notre activité va consister principalement à détecter au sein de notre univers de gestion des micro-tendances, à la hausse comme à la baisse, rentrer dans ces tendances rapidement et en sortir très rapidement avant le renversement de cette tendance. L'attention est focalisée, l'attention de la gestion est focalisée sur la préservation du capital, la limitation de la volatilité et spécifiquement sur la limitation des drawdowns. On va rentrer bien évidemment en détail dans le processus de gestion. Disons que sa spécificité tient au fait qu'il repose non pas sur un outil de la décision, mais sur 2 outils qui sont fortement complémentaires. Un outil donc de détection de tendances de court terme et un outil contrariant d'analyse technique. Alors l'idée générale, c'est qu'il y a une combinaison, une association qui est créatrice de valeur, une association de ces 2 modèles, qui se fait par un principe très simple. Le premier modèle va sélectionner des positions et le second va les développer. C'est ça donc la spécificité de notre processus. Et l'idée générale donc, de générer des positions équilibrées entre positions longues et short et les déboucler rapidement en fonction d'objectifs prédéterminés. La durée moyenne des positions est de 1 à 4 jours, donc, comme je l'ai dit, et l'objectif est de faire des gains en fait de 2 à 3%. Donc tout repose sur 2 choses. La win ratio, pour avoir de manière systématique plus de trades gagnants que de trades perdants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont la brochure qui est figurée sur la table. Vous avez, donc c'est très important, page 2, le hit ratio d'année en année, et on s'aperçoit que ce hit ratio est tout à fait stable, malgré les conditions de marché très défavorables. Il est stable depuis plus de 10 ans que cette stratégie a été mise en œuvre. En gros, nous avons 50% de trades gagnants, donc une petite moitié de trades gagnants, un tiers de trades perdants, le reste étant des trades considérés comme neutres. Et donc cette capacité à avoir systématiquement plus de trades gagnants que de trades perdants qui font de la qualité de notre gestion. Et donc des objectifs de performance régulière, décorrélation, limitation des drawdowns, limitation de la volatilité. On peut voir que ces objectifs, depuis la création du fonds, ont été globalement atteints, même si bien sûr on souffre, comme tout le monde, de conditions de marché difficiles. Le fonds, donc, depuis sa création en 2008, a une performance de 32%, et surtout, une performance qui doit beaucoup à la très bonne première année que nous avons réalisée. Mais il reste que nous réalisons quand même 4 années positives sur 4. Bon, c'est quelque chose qui pour nous est très important, dans l'optique justement de préserver le capital. Une performance de 31%, une volatilité mensuelle inférieure à 5,
qui tend maintenant à se stabiliser entre 2,5 et 3%. Notre performance, bien sûr, a baissé par rapport à la première année, mais notre volatilité a baissé aussi. En fait, ce qui a changé, c'est notre stratégie de gestion du risque. Nous avions une stratégie de gestion du risque qui était, disons, caractérisée par un certain appétit pour le risque la première année. Donc, nous avons pris des positions, et notamment des biais directionnels plus importants. Aujourd'hui, l'optique est complètement différente. Il est tellement difficile de gagner de l'argent que la première chose qu'il faut éviter de faire, c'est d'en perdre. Donc on est vraiment focalisé sur la limitation des drawdowns, quitte à couper très rapidement les positions, repartir sur de nouveaux portefeuilles. Notre philosophie peut s'exprimer très clairement. On préfère rater une opportunité de gain que de créer un risque qui nous paraîtrait excessif. Donc, 4 années positives, une très bonne année en 2008, on a des conditions de marché qui pour nous étaient très favorables. 2009, tendance, mais pas de volume, donc déjà les conditions moins bonnes. 2010, ni tendance ni volume, ça devient compliqué. 2011, une année marquée par un très bon premier trimestre, où justement on a retrouvé des conditions de marché favorables pour nous, c'est-à-dire des volumes notamment importants, et les conditions de marché tout à fait positives pour notre stratégie. Depuis le premier trimestre, on essaye de gagner de l'argent, on a continué à en gagner un peu, ce qui nous permet donc d'afficher une année 2011 qui est, sans être exceptionnelle, qui est tout à fait convenable, notamment au regard de la volatilité, puisque pour l'année, cette performance de 3%, nous avons sur 2011 une volatilité de 2,4%. L'équipe, donc, moi-même, j'ai passé la plupart de mon temps à faire du trading. J'ai dirigé l'activité de trading notamment de l'UBS pendant 6 ans à Paris, de Paris-Bas pendant 3 ans, avant de rejoindre ING pour créer et diriger l'activité de trading pour compte propre. Et c'est dans le cadre de cette activité que j'ai connu Arnaud Sauvage, qui est le co-gérant du fonds, et qui lui travaille à ce moment-là chez TPLT, qui est un spécialiste de l'analyse technique. Et nous avons mis en place progressivement donc c'est le processus de gestion. Ce qui nous a donné l'idée de créer une société, de lancer la gestion complémentaire, c'est les très bons résultats que nous avions obtenus chez ING. Alors bon, c'est des résultats, les conditions de marché tout à fait différentes. J'espère qu'elles reviendront. Moi, je me repasse ça de temps en temps pour me redonner le moral. C'est évidemment des performances très élevées, avec une optique de gestion du risque très différente. C'est bien de l'avoir fait, mais ça ne rapporte plus grand-chose à l'heure actuelle. Philosophie d'investissement, donc elle s'exprime assez clairement. On prend des positions de court terme, donc pour prise entre 1 et 4 jours. L'idée générale, donc, est de nous dire qu'est-ce qui fait que ces positions qu'on va prendre ont plus de chances d'être gagnantes dans l'horizon temps et de l'autre que d'être perdantes. La réponse, ça peut être le marché. Il y a des phases de marché qui sont très fortes, tout monte, tout baisse, des phases d'euphorie, des phases de panique. Mais bon, ces phases-là ne sont pas les phases habituelles. Souvent, le marché a aussi des micro-tendances. Ce n'est pas ça qui fait une performance récurrente. L'autre élément susceptible de faire varier donc, les titres en position dans notre horizon de temps, c'est bien sûr un intérêt particulier pour le titre, soit un intérêt lié à une spéculation sur le type event-driven, ou simplement des résultats. Mais là encore, on s'aperçoit que ceci, les résultats par exemple, c'est seulement 4 fois par an, et ça ne peut pas être le moteur principal de l'évolution des marchés, toujours dans l'optique et à l'autre, l'optique de court terme. Ce qui apparaît pour nous comme élément prépondérant pour l'évolution des titres ensuite, c'est ce qu'on appelle les rotations sectorielles, c'est-à-dire la capacité qu'ont les grosses gestions, en fonction de scénarios macroéconomiques précis, d'opérer des allocations sectorielles, d'acheter un type de valeur pendant plusieurs jours et vendre en face un certain nombre d'autres titres, donc de créer en permanence ces allocations sectorielles et dans un horizon de temps qui correspond très précisément à l'horizon de temps de détention de nos positions. Donc notre stratégie d'investissement consiste à tirer profit de ces rotations sectorielles dans une optique probabiliste et bien sûr de court terme, puisque l'horizon de nos valeurs, de détention de nos valeurs, c'est quelques jours. Comment se fait donc cette détection des micro-tendances? Elle se fait dans la première étape de notre stratégie d'investissement, qui est le modèle de train de fenêtre.
Alors, ce modèle de trend following, j'en parle rapidement, ça va montrer bien sûr le développement plus important. C'est un système original, c'est un système de pure valeur relative par rapport au marché. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que fait le titre en lui-même, c'est uniquement ce que fait le titre par rapport au marché, c'est-à-dire sa surperformance ou sa sous-performance. Le gérant va se porter acheteur de titres qui donnent des signaux de surperformance et vendeur de titres qui donnent des signaux de sous-performance. Alors en quoi est-ce que c'est différent? Je vous donne un exemple très simple. Prenons un titre qui gagne 1% un jour et 1% encore le lendemain. Donc on voit classiquement le début d'une tendance positive. Mais si pour nous, le marché a gagné 1%, 2% le même jour et 2% le lendemain, on verra au contraire la mort d'une tendance de sous-performance. Et au lieu de se porter acheteur de ce titre, on aura plutôt l'occasion, à condition qu'un certain nombre d'autres critères soient remplis, de se porter vendeur de ce titre. Donc c'est une optique tout à fait différente, qui est de s'intéresser donc uniquement à la valeur relative. Le processus donc, se déroule en 3 étapes, je passe assez rapidement. Ce qu'on va suivre, donc, ce n'est pas le titre lui-même, mais le titre divisé par l'indice de référence, qui est pour nous l'Eurostoxx 50. Donc c'est pour nous la meilleure manière de traquer à la fois la surperformance et la sous-performance, et surtout donc de mesurer ce qui est important pour nous, c'est-à-dire l'intérêt réel des investisseurs. Notre idée, c'est qu'on va rentrer dans une tendance, et cette tendance est censée se poursuivre pendant 2, 3, 4 jours, parce qu'il y a un intérêt réel des investisseurs dans le cadre de ces rotations sectorielles, et ça doit nous donner donc une probabilité de gain supérieure à la probabilité de perte. Et encore faut-il donc que ces rotations sectorielles aient lieu, et on voit donc évidemment ce qui explique aussi les contrats de performance. Et on a des performances significativement élevées quand les marchés sont actifs, quand les rotations sectorielles sont actives, quand les gérants ont une activité importante, et on a une performance qui est bien sûr beaucoup plus réduite quand les conditions de marché, notamment en termes de volume, sont beaucoup moins satisfaisantes. En opérant donc cette première opération divisée par le marché, on va mesurer donc l'intérêt réel des investisseurs pour le titre qu'on est susceptible d'avoir en portefeuille. On va également enlever tout ce qu'on appelle les pollutions de marché. Tous les titres qu'on suit sont des titres donc, qui appartiennent globalement à l'Eurostoxx 50 et qui, en conséquence, sont l'objet quasi permanent d'arbitrage entre le cash et le futur. Et donc, ils bougent aussi beaucoup en fonction des marchés. Et il faut enlever donc tout ce qu'on appelle ces pollutions de marché pour découvrir l'intérêt réel des investisseurs. Et en faisant cela, on a comme je le montre ici, des chartes qui sont beaucoup plus nettes. Ici, c'est un exemple qui est très clair. Ça, c'est le chart de l'action totale, donc qui appartient à la fois à l'Eurostoxx 50 et puis aussi bien sûr CAC 40, et qui donc est en permanence fait l'objet de variations qui sont dues à sa présence dans les indices. Donc, si on regarde donc, le titre total, on voit qu'on aurait sur un horizon de temps de 3 semaines 10 signaux qui fait que ça rend notre stratégie inexploitable. Sur la même période de temps, avec évidemment les mêmes conditions, voilà le graphe, non pas le total divisé par l'Eurostoxx 50. On s'aperçoit qu'on a un graphe qui est beaucoup plus lisible, une tendance beaucoup plus nette. On a transformé du range en trend, on a découvert un trend là où on aurait vu qu'une succession inexploitable de micro-mouvements. L'évolution de ce ratio, on va le suivre par un prisme, par le prisme de ce qu'on appelle un filtre numérique, c'est-à-dire en clair l'écart de surperformance ou de sous-performance que doit obtenir notre fonction pour donner un signal. Alors ça devient un peu technique, c'est fonction bien évidemment de la volatilité de chaque titre, et on remesure donc cette volatilité de manière quasi quotidienne. 2 minutes, moi je termine très rapidement. Il y a un second niveau d'intervention qui est la validation de ces signaux par un système de veille mobile. J'accélère. L'idée est de vous montrer notamment la dynamique de ce système. L'intérêt est de générer d'abord des positions équilibrées. À partir du moment où on traque à la fois des surperformeurs et des sous-performeurs, on a des positions qui sont globalement équilibrées et qui s'accordent parfaitement au concept même de long short. Et puis on crée un équilibre dynamique. Ça c'est l'exemple sur notre modèle. On s'aperçoit que l'exposition nette en haut, ce que fait l'Eurostoxx, on s'aperçoit que pendant toute la période
toute une période flat où l'Eurostoxx ne fait rien, donc entre le 8 juin et le 13 juillet, le marché ne fait absolument rien. Notre modèle multiplie les positions vendeuses. Et qu'est-ce qui se passe quand ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de titres qui n'arrivent pas à soutenir la tendance globale du marché. En clair, c'est en phase d'essoufflement. Et qu'est-ce qui se passe quand une majorité de titres est en phase d'essoufflement? C'est tout le marché qui s'essouffle. Et c'est exactement ce qui se passe. Le marché part à la baisse. Et qu'est-ce que fait notre modèle pendant que le marché part à la baisse? Au contraire, il se rééquilibre dans le sens en obtenant de nouvelles positions à l'achat. Le second modèle donc, va servir à une chose précise. D'abord, optimiser les points d'entrée. En clair, on définit pour chaque titre un range, c'est-à-dire un niveau de support, un niveau de résistance. Et en fonction de l'emplacement du signal au sein du range, on va éliminer un certain nombre de signaux parce que leur downside sera supérieur à leur upside. L'autre point très important du second modèle, c'est de prédéfinir, c'est ça qui explique notre faible volatilité, et structurelle, et également nos faibles drawdowns, on prédéfinit les niveaux de sortie de nos positions. Dès qu'on prend une position, on sait à quel niveau on va la sortir quand elle est gagnante, à quel niveau on va la couper lorsqu'elle est perdante. L'avantage du système, c'est qu'on n'attend pas le retournement de la tendance pour couper les positions, ce qui veut dire qu'on a structurellement réduit la volatilité. Au lieu de faire gagnant-gagnant-gagnant, puis perdant-perdant, on fait juste gagnant-gagnant et on sort. On a réduit structurellement la volatilité. Tout ceci s'accompagne bien sûr d'un contrôle du risque très important. En clair, tout notre processus d'investissement peut s'analyser comme une succession de strates superposées de contrôle du risque. Contrôle du risque au sein du premier modèle avec la validation des signaux par le système mobile. Contrôle du risque par le deuxième modèle qui définit les points d'entrée et de sortie de manière prédéfinie. Et enfin, contrôle du risque exercé par le gérant. C'est une question qu'on a souvent au début. Vous avez une activité discrétionnaire, mais qu'est-ce que vous en faites? Pourquoi? La réponse est dans les statistiques depuis des années. L'aspect discrétionnaire de notre gestion, il sert à une chose, il sert à équilibrer en permanence les positions dans le sens d'un risque moindre. La difficulté cette année, spécifiquement, c'est qu'on a des portefeuilles qui sont naturellement déséquilibrés. On peut être long, on peut être parfaitement neutre en exposition, on peut être parfaitement neutre en exposition corrigée des étapes. Il y a toujours un biais directionnel implicite dans nos portefeuilles qui est lié au fait, par exemple, qu'on va se retrouver entièrement long de titres défensifs, genre Danone, L'Oréal, Silor, short de titres financiers ou de short de cycliques, ce qui veut dire que même en étant parfaitement équilibré, on aura un biais directionnel implicite, parce qu'on sait que dans ce type de portefeuille, on va systématiquement gagner à la baisse et perdre à la hausse. Donc, toute activité et la difficulté cette année, ça a été de balancer convenablement la gestion du risque pour permettre une certaine performance tout en limitant significativement les drawdowns. La conclusion est simple. Ce véhicule est un véhicule assez défensif. L'idée, je dis, et surtout dans les périodes actuelles, c'est de se concentrer sur la préservation du capital et tout en donnant bien sûr une performance significative. Et ça, c'est l'aspect défensif. L'aspect un peu plus favorable, c'est que quand les conditions de marché sont meilleures pour nous, on est tout à fait capable de développer, comme on l'a fait en 2008, mais aussi comme on l'a fait par exemple au premier trimestre cette année, on est tout à fait capable d'obtenir à partir de ces modèles une performance qui soit beaucoup plus satisfaisante pour tout le monde, de l'ordre de 8 à 10%, toujours dans une optique de maîtrise de la volatilité et des drawdowns. Les éléments sur le fond? Alors les éléments sur le fond, un fonds UCIT 3 de droit français, pour rendre la chose, le fonds est donc très liquide, donc c'est normal que nous ayons c'est-à-dire, le fonds, sa stratégie est très liquide, donc on répercute cette liquidité de la stratégie dans la liquidité du fonds qui a une valeur journalière, une valorisation journalière. Le fonds, comme je dis, donc, fait à peu près 25 millions. Les performances, vous les avez. Les positions aussi dépositaires, RBC Dexia, valorisateur de RBC Dexia aussi, Prime Broker, Crédit Suisse, New Edge, Morgan Stanley.